en fait, je vais vous dire d'abord c'est quoi la ZFE. Ensuite, je vais vous donner l'analyse du collectif pour la gratuité et des 8 organisations qui le composent. Une analyse assez critique. Hein. Et donc, il y aura le débat. Et après, je reprendrai la parole un peu plus tard pour vous dire ce que le collectif propose plutôt comme solution pour s'attaquer à la pollution et au réchauffement climatique. Donc, sur les ZFE, le principe, c'est une zone géographique où les véhicules qui ont ces fameuses vignettes critères, alors en l'occurrence, qui auront les vignettes critères 5, 4 et 3, seront complètement interdits de rouler à partir d'une certaine date. Donc je vais vous donner le détail, mais le principe de la ZFE, c'est ça. Donc il n'y a pas de dérogation, c'est si vous n'avez pas la bonne vignette, vous ne pouvez plus utiliser votre véhicule. Alors en fait, la ZFE, il y en a déjà une qui existe depuis février 2020 dans l'agglomération grenobloise sur un périmètre de 27 communes, donc c'est assez large, mais elle ne concerne que les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. Donc actuellement, les vignettes critères 5 et 4 de ce type de véhicules-là sont interdits à circulation, et cet été devrait suivre la catégorie suivante, c'est-à-dire l'interdiction des vignettes critères 3. Et donc ça, c'était optionnel, on va dire. Les agglos pouvaient éventuellement mettre ça en place. Donc Grenoble a décidé de le faire. Et par contre, il y a la loi climat et résilience, je crois, c'est ça le titre exact, qui a été adoptée en août 2021, qui était un peu une loi qui a été écrite suite à la conférence citoyenne. Et vous savez comment les propositions de la conférence ont été traitées dans cette loi, mais en tout cas, dans cette loi, il se trouve qu'ils ont parlé des ZFE et qu'ils ont décidé qu'à partir de 2025, toutes les villes toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une ZFE. Et à l'intérieur de ce périmètre-là, il y a 10 ou 11, je ne sais plus, agglos qui ont un statut particulier, dont Grenoble, parce que c'est des agglomérations qui sont particulièrement polluées. Et comme l'a signalé Marianne, c'est les agglos qui sont pointés notamment par l'Europe comme étant particulièrement pollués, dépassant tous les seuils régulièrement, et donc où la France a été condamnée, ce qu'on avait également dénoncé. Et donc en fait, ils ont décidé que ces villes-là, les 10 là, ou 11, elles devraient faire ça plus tôt, c'est-à-dire à partir de janvier 2023 jusqu'à 2025. Donc le calendrier donné par la loi, c'est interdiction des véhicules critères 5 et hors catégorie là en janvier 2023, puis en janvier 2024 c'est les critères 4, et enfin en janvier 2025 c'est les critères 3. Donc il ne restera plus que les critères 2 et critères 1. Je précise que les critères 2, les véhicules diesel ne peuvent pas être critères 1. Donc tous les véhicules diesel qui auront encore le droit de rouler après 2025 seront forcément critères 2. D'accord ? Critère 0, c'est les véhicules soit électriques, soit c'est essentiellement électrique. Donc voilà pour la définition. Alors, concernant l'application de cette loi, apparemment, parce qu'on a beaucoup de mal à avoir des informations justement de la métropole ou des autres acteurs grenoblois, a priori, ça se mettrait en place sur 13 communes de ce qu'on appelle la petite couronne grenobloise. Donc je vous donne la liste, c'est Grenoble évidemment, Échirolles, Hébin, Fontaine, Gières, Le Pont-de-Claye, Mélan, Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Erc, Saint-Martin-le-Vinoux, Cessiné-Parisé et Cessin. Donc c'est le cœur d'agglo, on va dire. Alors quand même, c'est une zone qui représente environ 300 000 habitants, et on a essayé de chercher le nombre de véhicules que ça représentait. On a estimé que c'était environ 150 000 véhicules qui appartiennent aux habitants de cette zone-là. Et comme les statistiques aujourd'hui, il y a combien de véhicules de vignettes critères 5, combien de 4, de 3, tout ça. Bon, il y a des stats qui existent, et grosso modo, aujourd'hui, il y a à peu près 35% des véhicules qui sont dans les critères 5, 4, 3.
Donc ça veut dire que si on reste avec le même modèle, il faudrait remplacer 35% des 150 000 véhicules de cette zone-là, des habitants de cette zone-là, c'est-à-dire environ 50 000, 60 000 véhicules. Et a priori, on n'a pas dû se tromper de beaucoup, puisque Christophe Ferrari, qui est le président de la métropole grenobloise, on a recoupé diverses interviews, mais dans une interview récente, il dit a priori, c'est 50 000 véhicules qui seraient concernés. Donc on doit être à peu près juste dans nos estimations. Bon, 50 000 véhicules, c'est pas rien. Et en fait, on a raisonné comme ça au début, mais on s'est dit, oui, mais d'accord, mais ça, c'est les habitants. Mais tous les jours, vous savez combien il y a de véhicules qui rentrent et qui sortent dans Grenoble, qui viennent de l'extérieur? C'est 350 000. Voilà. Et donc, alors, on fait quoi de cela? Donc, ça veut dire que dans ces véhicules-là, il y en a aussi certainement 35% qui sont critères 5.4.3. D'ailleurs, j'ai trouvé des stats aujourd'hui qui montrent que les véhicules de la couronne grenobloise, ils sont plus anciens que ceux des habitants de Grenoble. Donc, c'est encore plus concerné. Par contre, parce qu'on parle de mettre en place des aides sociales pour ceux qui auraient du mal à changer leur véhicule, justement, on a beaucoup de mal à avoir des infos là-dessus. Ceux qui n'habitent pas dans la métropole, ils n'auront pas d'aide de la métropole. Donc voilà, donc en fait, c'est 50-60 000 véhicules des habitants, mais c'est au moins autant, sinon plus, des gens qui habitent autour et qui viennent à Grenoble, quoi. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait de cela, quoi? On fait des parkings relais de 60 000 places autour de Grenoble parce que, voilà, en fait, quand même, une des premières critiques qu'on a, donc je bascule sur l'aspect analyse, c'est que, a priori, on part vers la mise en place de ça très rapidement, mais en face, qu'est-ce qui est proposé comme alternative? Au jour d'aujourd'hui, rien. C'est-à-dire qu'on a un réseau de transport qui est plutôt bon par rapport à d'autres villes, hein, mais vu l'ampleur du changement, il n'est juste pas du tout à la hauteur. Donc voilà. Alors, nos critiques, dans notre analyse, comment on voit ça? Il y a trois grandes catégories, c'est-à-dire quand même la première critique qu'on a, c'est que ce système, il est clairement injuste socialement. C'est-à-dire qu'il y a, là, selon la façon dont c'est fait, mais quand même, intrinsèquement, il y a une discrimination sociale énorme portée par cette idée. C'est-à-dire, qui est-ce qui a des véhicules anciens? Ce n'est pas les gens les plus riches, c'est plutôt les gens les plus modestes. Et d'ailleurs, on a trouvé des statistiques qui montrent sur l'agglomération parisienne que, selon le taux de pauvreté des différentes villes, on voit que le nombre de véhicules critères 4-5, c'est-à-dire anciens, augmente. Dans une ville où le taux de pauvreté est de 5%, on a à peu près 5% de véhicules critères 4. Dans une ville où le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé, à 35-40%, là on monte à 15%, 20% de véhicules critères 4. Bon, ça paraît tout à fait intuitif, hein. Mais voilà, c'est évidemment une réalité que les gens modestes ont des véhicules anciens et clairement n'ont pas les moyens de se payer une voiture neuve. Et puis même se payer une voiture d'occasion récente, c'est pas du tout facile. Donc clairement, voilà, c'est un gros problème social. On a réfléchi aussi dans le monde du travail. Ça peut poser des gros problèmes à certaines catégories de travailleurs et de travailleuses. Et surtout, nous, on a pensé à certaines catégories de travailleuses. Ce qu'on appelle les métiers féminisés, dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, etc. En fait, par exemple, les aides à domicile ou les personnels du nettoyage, c'est des travailleuses qui, bien souvent, se déplacent, interviennent quelque part, et puis ensuite se déplacent pour aller intervenir ailleurs, et très souvent, elles utilisent leurs véhicules personnels, qui sont des véhicules anciens. Alors, ces personnes-là, c'est aussi des gens qui ont des niveaux de salaire particulièrement bas, qui sont très souvent à temps partiel imposés, précaires, etc. Et donc auront énormément de mal à acheter un véhicule récent propre. Donc voilà, ça pose aussi ce problème-là. Alors,
on pourrait se demander, bon ok, il y a ça, mais peut-être qu'on peut trouver des solutions pour que ça ne soit pas trop difficile pour ces gens-là, et ça vaut le coup de le faire parce que pour l'environnement, ça serait efficace. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est efficace? Alors en fait, il y a pas mal de raisons qui nous laissent penser que c'est pas si efficace que ça, voire ça allait très moyennement. Vous avez sûrement, ou pas, mais entendu parler de ce qu'on a appelé le Dieselgate, c'est-à-dire c'est Volkswagen, chez qui on a découvert ça d'abord, mais ça s'est révélé aussi chez d'autres constructeurs, français aussi je crois, que en fait, bah voilà, ils vendaient des véhicules diesel, alors critère 2 là, en l'occurrence, qui étaient censés émettre très peu de particules fines, d'oxyde d'azote, etc. Donc ils font les tests et tout ça, c'est sur la plaquette. Sauf que quand on a pu faire des tests à l'usage en ville et tout ça, on s'est aperçu que les émissions elles étaient bien plus élevées que ce qu'ils disaient. Et qu'en fait, il y avait une espèce de dumping, enfin de faussage des mesures pour vendre des véhicules soi-disant propres. Donc ça montre que les gains en matière de pollution en situation réelle, c'est-à-dire quand vous roulez tous les jours, bah, ils sont souvent beaucoup moins importants que ceux affichés théoriquement. Alors un autre truc, c'est que les vignettes critères, comment elles sont élaborées, les critères 5, 4, 3, 2, 1, c'est essentiellement sur la base des émissions de particules fines et des émissions d'oxyde d'azote, donc sur la pollution de l'air. Mais ça ne tient pas du tout compte des émissions de gaz à effet de serre, du CO2. Donc ça veut dire qu'on s'occupe de la pollution de l'air, et il faut, mais on ne s'occupe pas du réchauffement. Et en l'occurrence, on peut très bien avoir des véhicules classés critère 1, donc à essence, mais très récents, donc a priori propres, mais qui vont émettre beaucoup de CO2. Pourquoi? Parce que par exemple, on permet, on n'a aucune action sur les véhicules dits SUV. Donc les SUV, ça ressemble un peu au 4x4, c'est des voitures plus costauds, hein, vous voyez ce que c'est. En fait, c'est des véhicules, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est des véhicules nettement plus lourds que des berlines classiques. Et donc forcément, un véhicule plus lourd, il consomme plus d'énergie pour rouler. Et s'il consomme plus d'énergie, il émet plus de CO2 si c'est un moteur thermique. Donc en fait, vous pouvez avoir un SUV avec sa vignette critère 1 qui a priori est moins polluant, sauf qu'il va émettre beaucoup de CO2. Donc on ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, on ne tient pas compte des kilomètres parcourus. On dit, si votre véhicule il est récent, vous pouvez rouler dans l'agglo. Mais vous pouvez faire 200 000 bornes par an, il n'y a pas de problème. En fait, un véhicule critère 1 qui fait 200 000, alors je force un peu le trait, hein, qui fait 200 000 bornes par an dans l'agglo, il va polluer bien plus, malgré son critère 1, qu'un véhicule critère 4 qui ferait 5 000 bornes par an. Alors, voilà, donc là-dessus, ça pose problème, mais par exemple, un taxi, un VTC, il parcourt en moyenne 60 000 km par an, contre 14 000 km par an pour un automobiliste lambda. Donc il y a ce problème-là aussi, c'est qu'on s'occupe de est-ce que les voitures sont récentes ou pas, mais c'est tout. On ne résout pas ce problème, on ne tient pas compte des kilomètres parcourus. Une autre critique qu'on a, c'est que, bon, on est quand même assez orienté vers les véhicules électriques. Alors, pas que, c'est vrai, mais quand même beaucoup. Et les véhicules électriques, bon, c'est sûr, en ville, ils n'émettent pas d'oxyde d'azote, par exemple, enfin, ils n'émettent pas de gaz, quoi. Mais, en fait, déjà, on parle souvent des embouteillages à Grenoble, qui sont effectivement une vraie plaie. Bon, un véhicule électrique ou un véhicule thermique dans un embouteillage, ça fait la même chose. Hein, il occupe la même place, il fait autant de bouchons qu'un véhicule thermique. Et puis, par ailleurs, en fait, pour produire ces véhicules électriques, en fait, quand on fabrique la batterie, on émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis, par ailleurs, on doit utiliser beaucoup plus de métaux rares, cuivre, aluminium, or, terres rares, etc. Donc, qui sont, comme leur nom l'indique, des terres rares, elles sont rares. Et donc elles sont limitées sur la planète, et ça va, si on produit des millions et des millions de véhicules électriques, on va clairement rapidement avoir un problème là-dessus.
Et en plus, c'est des matières qui sont extraites dans des conditions très problématiques, conditions très polluantes et aussi socialement catastrophiques. Je n'en dis pas plus, mais voilà. Alors, je fais un... Ouais, non, on en parlera dans le débat. Alors, on peut se poser aussi une question, c'est que finalement, cette mesure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse à renouveler beaucoup plus vite le parc automobile. En fait, c'est ça l'idée. En fait, ça pose question même écologiquement, parce qu'une voiture, ça demande beaucoup d'énergie, de matière à fabriquer, etc. Donc écologiquement, ça a un gros impact, rien que la fabrication. Et en fait, envoyer à la casse de manière prématurée des véhicules qui ont demandé toute cette énergie à produire, écologiquement, c'est peut-être pas très satisfaisant en fait. Vaudrait mieux peut-être essayer de conserver le plus longtemps possible les véhicules une fois qu'ils sont produits. Et puis encourager des initiatives qui permettent leur entretien pour qu'ils soient le plus propres possible. Donc voilà, sur l'efficacité environnementale, en fait, c'est pas du tout évident. Et puis, troisième aspect, c'est le coût. Parce qu'on nous dit, on mettra des aides pour aider les gens à changer de véhicule. Parce que oui, on reconnaît, voilà, Ferrari, quand il s'exprime dans les articles, il reconnaît qu'effectivement, c'est une inquiétude, l'aspect social. Donc, on va mettre des aides. Alors, dans la dernière interview, il parle d'une aide de 3 500 € pour l'achat d'un véhicule propre. Alors, juste dans la phrase d'avant, il précise qu'un véhicule propre neuf, critère 1, c'est entre 15 et 20 000 €. Donc, je vous laisse réfléchir à cette aide de 3 500 €. Mais en fait, nous, on a regardé un petit peu, bon, c'est des estimations à la louche, mais pour remplacer un véhicule par un véhicule classé critère 2 ou 1, même en achetant d'occasion, on pense que grosso modo, ça a un coût d'au moins 10 000 €. Si on regarde le nombre de véhicules concernés, on a expliqué tout à l'heure, et qu'on multiplie par 10 000 €, on approche tout de suite des sommes sur l'agglo qui sont autour de 500 millions d'euros. Alors, je ne dis pas qui dépense ça, mais c'est quand même pas mal les particuliers. Et puis, si la métropole, par exemple, décide de mettre beaucoup d'aides, ça va aussi lui coûter beaucoup. J'ai fait un calcul très très vite tout à l'heure. L'aide de 3 500 €, si elle est donnée à tout le monde, on s'approche des 200 millions d'euros quand même. 200 millions d'euros, ça permet de faire des transports en commun, par exemple. Donc, voilà, ça c'est vraiment la première analyse qu'on a là-dessus. Alors, on ne prétend pas détenir la vérité. On a travaillé sur le sujet, on a décortiqué, on a lu plein d'articles, on a comparé des données. On peut tout à fait se tromper, mais quand même, l'impact, il est quand même énorme, et notamment l'impact social. Et donc, nous, on pense qu'une mesure pareille, elle ne peut pas être adoptée comme ça, sans qu'il y ait de débat public, sans qu'il y ait de confrontation d'idées. Et donc, on est vraiment demandeur de ça de manière urgente. Pour conclure sur cette première partie, et puis du coup, on va pouvoir en débattre, j'anticipe un peu sur les solutions, mais nous, il nous semble que c'est un leurre de penser qu'on va résoudre le problème de la pollution et du réchauffement simplement en changeant de voiture, c'est-à-dire en changeant de moteur et en gardant le même système de déplacement, mais avec des moteurs plus récents. Clairement, il nous semble que le but premier qu'on devrait avoir, c'est de faire que les gens aient beaucoup moins besoin d'utiliser leur voiture pour se déplacer. Garantir la possibilité que tout le monde puisse se déplacer, mais en utilisant nettement moins leur véhicule. Voilà, donc je laisse la place au débat et je reprendrai la parole dans quelques temps. Merci. Je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous dire ce que il nous semble que les solutions qu'il faudrait pousser plutôt que celles-là.